parfois des médecins, vous vous dites qu'il y a un vrai problème au Cameroun, et ce problème, il est connu. D'accord. C'est que l'horizon ne porte plus l'espoir. Quand vous parlez de rupture avec les habitudes actuelles, de quoi s'agit-il concrètement? Ben, c'est déjà en partie ce dont je viens de vous parler. Ça peut être l'air philosophique, mais ça commence toujours par là. C'est psychologique. C'est déjà une rupture avec la perception de l'État. Mais la première, si vous voulez, allons-y concrètement, c'est que l'État protecteur, l'État doit véritablement devenir un protecteur. L'État, à sa création, à ses émanations originelles, avait une vocation d'être, selon les théories y afférentes, dont les pères ou les auteurs sont Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes, pour ceux qui s'intéressent à ce type de littérature. L'objectif de l'État, c'était de nous servir d'abri, de nous servir de secours, de nous servir de recours. Et au Cameroun, hélas, la perception globale que les gens ont de l'État, c'est que c'est quelque chose de lointain, c'est quelque chose de spoliateur, c'est quelque chose d'intimidant, c'est quelque chose d'oppresseur, c'est quelque chose d'écrasant. Pourquoi? Parce que le service public, et on va beaucoup plus en profondeur dans le concret, parce que le service public est défaillant. Parce qu'en fait, vous et moi, nous n'expérimentons, nous ne touchons l'État que par le service public. Et là, parfois, service public, ça peut paraître un gros mot. Il y a deux types de services publics. Et moi, j'aime m'attarder principalement sur les services publics administrés. C'est-à-dire que la sécurité, vous et moi, là où nous sommes assis là, nous savons que notre sécurité est assurée par l'État. Nous le savons, c'est imprimé en nous. C'est pour cela que s'il y a un différend qui survient, ben, le réflexe spontanément que nous avons, c'est d'aller vers la police ou la gendarmerie, parce que c'est le rôle de l'État. C'est d'ailleurs un service public que l'État exerce exclusivement. Bon, c'est vrai, vous me direz, il y a une partie de la sécurité, notamment la sécurité privée, qui est privatisée. C'est pour ça que ce que nous appelons communément les vigiles, qui sont des agents de sécurité privée. C'est un petit aspect de la sécurité, en tout cas de notre sécurité, qui a été privatisé. La justice, la défense nationale, mais la santé, l'éducation, j'ai cité la justice tout à l'heure. Quelle est la perception que les gens ont de notre justice? Ben, pour beaucoup, elle ne rend pas justice. D'accord. Là, ce sont les constats. Là, non, là, oui, vous m'avez posé la question. Donc, je vous parle des services publics, je vous ai parlé de la justice, de l'éducation, de la sécurité, de l'alimentation même. Essayons donc d'aller rubrique par rubrique. Parlons gouvernance et lutte contre la corruption. Selon votre ambition, comment mettre un terme, comment mettre en œuvre la tolérance zéro en ce qui concerne la corruption au Cameroun? On le sait, il y a une multiplicité désormais de structures qui sont censées lutter contre. Mais on a le sentiment que plus il y en a, plus elle est enracinée. Quel est votre programme, votre proposition pour défaire ce système, cette gangrène qui définitivement est comme rentrée aussi bien dans la fonction publique, mais au-delà aussi? Alors, dans l'ouvrage que nous avons rendu public en août 2024, qui est intitulé « Ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès », l'éradication de la corruption est le tout premier chapitre. Parce que pour nous, c'est la mère de tous les maux, de tous les fléaux. Si nous ne l'éradiquons pas, ben, nous ne pourrons rien faire. Alors, comment éradiquer la corruption? Très concrètement, il faut d'abord faire de la codification à droit constant. C'est-à-dire? La codification à droit constant, c'est qu'il faut mettre un terme au caractère éparse des dispositifs de lutte contre la corruption. Parce qu'au Cameroun, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une multitude de dispositifs de lutte contre la corruption. Je ne suis même pas sûr qu'on pourrait les citer tous. Mais essayons. Il y a les cellules locales de lutte contre la corruption dans tous les ministères. Il y a le programme national de gouvernance. Là, on est dans l'administratif. Il y a le ministère du contrôle supérieur de l'État qui dispose en son sein d'un organe de lutte contre la corruption. Vous avez la CONAC, tiens. Commission nationale anticorruption. Commission nationale anticorruption. Vous avez la Chambre
des comptes, vous avez déjà le code pénal qui existe depuis longtemps. On a en plus des tribunaux de droit commun qui existent et du code pénal. On a même créé un tribunal criminel spécial. Vous avez maintenant, avec la collaboration des organismes internationaux, mais je l'ai même oublié, le Cameroun a ratifié la convention de Mérida, qui est la convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Vous avez même des programmes financés par l'Union européenne, comme le programme CHOC, Change Habits and Oppose Corruption, changer d'habitude et s'opposer à la corruption. Vous avez l'Agence nationale d'investigation financière, et j'en oublie certainement. Tous ces dispositifs existent, traduisent même dans une certaine mesure, de façon faciale, une forme de volonté politique. Mais c'est des organismes qui fonctionnent chacun en regardant dans sa direction, et qui de toute façon sont même inopérants in fine. Parce que la plupart de ces organes, en tout cas une bonne partie d'entre eux, lorsqu'ils ont fait des constats, je vous parlerai par exemple du rapport de la Chambre des comptes ou du rapport de l'ANIF, ils les transmettent au président de la République qui décide donc si oui ou non il va y donner une suite. Et nous savons ce qui se passe souvent, il n'y a pas de suite. Donc il faut déjà arrêter ça. Il faut une codification à droit constant, c'est-à-dire qu'on ait une loi anticorruption au Cameroun qui incorpore donc tous ces organismes-là et qui les harmonise. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est d'ordre moral. Enfin, la deuxième mesure, elle est d'ordre moral. Il faut de l'exemplarité. L'exemple doit venir d'en haut. Et là encore, il y a un problème, parce que la corruption est l'oxygène de l'ordre gouvernant qui dirige ce pays depuis 43 ans. Vous leur enlevez la corruption, ben, ils s'écroulent le même jour. Et ils ont simplement créé une chaîne de corruption qui fait que vous avez, ça va des plus petits maillons aux plus grands. Les plus petits maillons étant les plus visibles. Par exemple, le policier ou le gendarme dans la rue, peut-être le magistrat. Là, c'est la corruption dont on parle le plus parce que celle-là, les gens l'expérimentent au quotidien. Mais en fait, ce n'est pas elle qui est la plus grave. Les maillons les plus forts de la corruption sont invisibles. C'est eux qui détournent les centaines de milliards. Eux, lorsqu'ils vous ont volé de l'argent, quand ils détournent l'argent des infrastructures, lorsqu'ils détournent l'argent des enseignants qui ne peuvent pas avoir leur salaire, lorsqu'ils détournent les fonds Covid, eux, ils font un mal fou à l'État. C'est même leur corruption en réalité qui nous enfonce chaque jour davantage dans la misère. C'est pour cela que l'exemple doit venir d'en haut. Il faut qu'enfin dans ce pays, nous ayons des dirigeants intègres, qui soient donc des modèles. Ça s'appelle l'exemplarité. Et puis évidemment, il faut une répression ferme. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez employé l'expression tolérance zéro. Il faut une répression ferme, de telle sorte que les gens sachent au quotidien que tout acte de corruption sera sévèrement et violemment réprimé. Mais tout cela ne peut marcher, et on revient à ce que je vous disais tout à l'heure, que si l'État est présent. Concrètement, ça passe par quoi? De nouvelles institutions, réduire celles qui existent, des réformes dans le champ de l'application de la loi. Concrètement, le PCN propose quoi aux Camerounais pour lutter contre la corruption? Sur tout ce que vous venez de dire, là, rien de nouveau. Je vous ai juste dit, ce qui est peut-être nouveau, c'est la codification à droit constant, c'est-à-dire pour imprimer de l'efficacité dans le dispositif de lutte contre la corruption. Parce que le fait qu'ils soient épars et qu'ils ne collaborent pas entre eux, je vais vous prendre juste un exemple avant de revenir directement à ce dont on parlait. Le fait, par exemple, que dans ce pays, la douane et les impôts ne collaborent pas. C'est-à-dire, alors que cette plateforme, il y a une plateforme numérique qui a été annoncée depuis très longtemps, qui devrait mettre en connexion les impôts et la douane, de telle sorte que lorsqu'une activité a été déclenchée au niveau de la douane, par exemple lorsque des produits rentrent au Cameroun, je dis n'importe quoi, des produits importés, qu'à partir d'une plateforme numérique, que le service des impôts puisse déjà voir la traçabilité. Le fait que les deux ne soient, qu'il n'y ait pas d'interconnexion, par exemple, entre la douane et les impôts, fait que l'argent, l'État perd un argent fou et la corruption s'y loge. C'est pour cela, j'ai pris cet exemple juste pour vous montrer la pertinence de la nécessité d'harmoniser les instruments de lutte contre la corruption. Donc, il y a cette codification à droit constant qui est importante, mais il y a maintenant des mesures beaucoup plus concrètes, dont on ne voit pas l'impact directement dans la lutte contre la corruption. C'est par exemple la sécurité professionnelle. Qu'est-ce que j'appelle sécurité professionnelle? C'est simplement
le profil de carrière. Parce que la corruption, on l'impute généralement d'abord aux agents publics. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, M. Dipita, que certains agents publics se lancent dans la corruption parce qu'en arrière-plan, il y a même de bonnes intentions. Il y a des gens qui pillent l'argent public juste pour payer de bonnes écoles à leurs enfants. Il y en a qui volent l'argent public ou alors qui extorquent de l'argent aux autres juste pour se soigner et soigner leur famille. Cela montre quoi? Deux choses. La première, c'est que nous vivons dans un pays où il n'y a pas de mérite. Ah oui, les gens ne le voient pas, mais la corruption a partie liée avec l'absence de mérite. Parce que le mérite dans un État fait que l'avenir porte une promesse. Si je travaille bien, je serai promu, je gagnerai plus, donc je n'ai pas besoin de voler tout de suite, plutôt que de chercher à voler pour accumuler et me garantir de vieux jours, je devrais plutôt bien travailler. Donc, si vous voulez lutter contre la corruption dans un pays, il faut instaurer obligatoirement le mérite. Il faut évidemment, et ça on l'a souvent dit, améliorer les gains, la rémunération des gens, que ce soit dans le public, que ce soit dans le privé. C'est pour cela que nous nous alignons sur la proposition des principales centrales syndicales du Cameroun qui, elles, proposent la revalorisation du SMIC, le salaire minimum interprofessionnel généralisé, de 41 000, je ne sais plus à combien maintenant, à 150 000 francs CFA. Les centrales syndicales parlent de 150 000, nous parlons de 140 000, donc nous allons même moins haut que les centrales syndicales, parce que nous sommes partis sur un postulat tout simple, le SMIC de l'heure doit être à 1000 francs, et comme on travaille 35 heures par semaine, ça fait 70 000 2 semaines, et 140 000 pour les 4 semaines qui font le mois, c'est même un peu exagéré. Donc, il faut revoir la rémunération, et ça c'est très concret, vous m'avez demandé du concret, il faut revoir la rémunération des gens. L'autre chose qui est peut-être liée aussi, mais pas peut-être, liée au mérite, à la promotion, au sentiment que je vais être promu, je vais m'accomplir, je serai un grand, pour dire les choses simplement, c'est le respect de la loi, par exemple, sur la longévité à des postes de responsabilité. Vous avez des gens, et il y a le professeur Viviane Ondoa qui a beaucoup travaillé là-dessus, elle a totalement raison. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans une boîte, Monsieur Dipita Tongo, même vous qui êtes là, l'une des motivations de votre travail, c'est de voir que la boîte dans laquelle vous êtes, votre compétence est reconnue et qu'elle est primée. C'est la moindre des choses. Lorsque vous travaillez dans une boîte où le principal responsable est là depuis 30 ans, 40 ans, en a fait un annexe de la famille, en mettant ses frères, sœurs, cousins, cousines, amis, copines partout, et vous vous retrouvez là-dedans, vous n'avez jamais droit à rien. Quand les uns espèrent quelque chose en allant en mission, vous n'êtes jamais mis en mission. Lorsqu'il y a des primes que l'on donne aux uns ou aux autres, vous n'en recevez jamais. Ou alors lorsque vous en recevez, vous avez le sentiment qu'on vous les donne juste parce qu'il faut bien qu'on dise qu'on en a donné à tous. Mais vous voyez bien que votre mérite n'est pas récompensé. Il faut, comme le dit Madame Ondoa-Bouélé, revenir au respect de la loi, tout simplement. Ça aère le mérite et ça fait reculer la corruption. Et puis dernière chose, on n'en parle pas suffisamment, c'est peut-être par là que j'ai commencé tout à l'heure, le service public, M. Dipita Tongo. Le jour où les Camerounais auront le sentiment que l'argent public sert véritablement à les soigner, à éduquer leurs enfants, à permettre une justice équitable et transparente, permettra de les protéger. Lorsque leur maison prend feu, ils sauront que les sapeurs vont arriver et vont éteindre le feu. Lorsqu'ils vont tomber malades, ils iront à l'hôpital, on les prendra en charge. Et lorsqu'ils intégreront que tout cela, c'est l'État qui en a la charge, grâce aux contributions collectives que nous appelons l'impôt, la chose publique, la perception, le rapport que les Camerounais auront à la chose publique sera complètement différent. En résumé, parce qu'ils ne voleront plus pour se protéger, pour se nourrir, pour se soigner, pour accumuler, mais ils respecteront la chose publique. Et d'ailleurs, la répression que s'abattra donc violemment et sévèrement sur ceux qui oseront
s'en accaparer sera beaucoup plus légitime. En résumé, sur le plan fiscal, sur le plan budgétaire, comment est-ce que vous fermez les robinets, pour parler de façon triviale? Quelles sont les mesures qui sont prises, qui c'est peut-être pour limiter, voire définitivement éradiquer ce phénomène? C'est la digitalisation. Nous en faisons quelque chose de central dans notre offre politique, parce que l'un des facteurs de corruption, c'est la circulation de l'argent fiduciaire, bien sûr, de main à main. Comme les gens y touchent de l'argent, ils font un mouvement va-et-vient avec leur poche. Donc il faut absolument digitaliser. Et là, vous me permettez d'ailleurs d'aborder un pan de notre projet qui est fondamental, celui de la comptabilité de la ressource nationale. Nous proposons très concrètement la création de ce que nous appelons, en tout cas la mise en place de ce que nous appelons système informatique, informatique de gestion intégrée de la fiscalité et des transactions économiques. Le sigle, ça donne SIGIFT, que nous avons créé, qui est un instrument informatique dont la mise en place nécessite des financements de l'ordre de 12 à 15 milliards selon les échanges que nous avons eus avec les fournisseurs que nous avons contactés pour leur mise en place. Alors, le grand avantage de ce système, c'est que ça va comptabiliser l'activité économique et que ça va même revaloriser notre PIB, c'est-à-dire notre richesse nationale. Parce que lorsque vous entendez dire que la richesse nationale du Cameroun est de 25 000 milliards, il n'y a rien de plus faux. Pour la simple et unique raison que ce chiffre est le fruit d'une comptabilité du secteur formel. Et vous savez par ailleurs que le secteur informel au Cameroun couvre plus de 80% de notre économie. Ça veut dire que le produit de l'activité économique, en tout cas le fruit de l'activité de 80%, de plus de 80% de notre économie, ne rentre pas dans la comptabilité nationale de notre richesse nationale. Ce qui provoque en cascade plusieurs conséquences. Par exemple, la question de la pression fiscale. Les directives convergentes CEMAC plafonnent la pression fiscale à 25%. Nous en sommes actuellement au Cameroun, je crois, autour de 17%. Mais en fait, avec le SIGIFT, dont je vous parlais tout à l'heure, première chose, ça réduit drastiquement la corruption parce que désormais, toutes les transactions sont traçables, numérisées, donc traçables, il n'y a plus possibilité de magouille. Et de l'autre côté, ça augmente notre richesse nationale. Et parce que ça augmente notre richesse nationale, ça baisse les taux d'intérêt en matière, par exemple, de dette. Lorsque nous allons contracter des dettes, ça baisse le taux d'intérêt. Ça rend même le pays, notre économie, beaucoup plus attractive. Donc, nous pouvons même nous permettre, dans la notation de notre économie va changer, et nous pourrons donc maintenant négocier avec les bailleurs de fonds à des taux d'intérêt plus bas. Je n'ai pas fini. D'accord. Il y a autre chose que cela va automatiquement entraîner donc, puisque nous parlions de corruption, c'est que ça va augmenter l'assiette contributive d'ordre fiscal, en tout cas d'ordre fiscalo-douanière. Mais ça va, alors, et là c'est le cœur du métier, ça va même permettre en fait d'aérer l'entreprise. On est peut-être entré de la corruption, on est passé à l'économie, mais ça va permettre, mais ça va partie liée. Ça va aérer l'entreprise camerounaise. Parce que nous, dans notre offre politique, nous voulons que l'entreprise soit le moteur de la production nationale. Alors, Cabral, est-ce que tout ceci n'est pas trop théorique? Est-ce que c'est pas trop schématisé? On va mettre un système numérique, on aura lutté contre la corruption, sachant que l'un des goulots d'étranglement, c'est la ressource humaine. On a connu les déboires des différentes formes de CJPS, système intégré, dont on dit que les fonctionnaires en activité autour de ces projets n'étaient pas forcément en harmonie avec la vision qui était derrière, et du coup, ça pourrait être l'un des moteurs, l'un des éléments qui ne permettent pas le fonctionnement véritable de ce mécanisme-là. Est-ce qu'autour de ce système, le fonctionnaire, la ressource humaine, n'est pas prise en compte, n'est pas intégrée, ne devient pas l'élément central du changement des pratiques?
Alors, vous me permettrez, avant de répondre à cette question, de finir avec la présentation du schéma. Allez-y. Et vous comprendrez qu'il n'a rien de théorique. Lorsque je vous dis que grâce au SIGIFT, l'impôt sur les sociétés, nous allons le baisser. Ça, c'est du concret. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 50 millions et 3 milliards de francs CFA, nous allons le baisser de 28%. Centime additionnel compris à 20%. Nous vous disons que pour les entreprises, toujours du secteur réel, dont le chiffre d'affaires est compris est au-dessus de 3 milliards, nous allons baisser l'impôt sur les sociétés de 33%, centime additionnel compris, à 20%. Nous vous disons, et c'est encore du concret, que nous allons supprimer la compte mensuelle de l'IS, comme ça se fait actuellement, et que désormais l'IS sera payé annuellement, parce que désormais nous aurons un instrument de comptabilité, et que d'ailleurs nous n'allons plus indexer l'impôt sur les sociétés sur le chiffre d'affaires, mais sur le bénéfice. Je vous dis, encore plus concret, que grâce à cet instrument, nous pourrons même nous permettre de supprimer un impôt comme l'IRCM, qui est l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, c'est-à-dire l'impôt que l'on prélève, ce qui est d'ailleurs une double peine, parce que sur les actions que les gens prennent dans les entreprises, puisque nous vous disons que nous voulons faire de l'entreprise le moteur de notre économie, il faut l'aérer, et nous sommes sensibles aux interpellations et aux appels, vous les avez souvent relayés, du GECAM, du groupement des entreprises. Voilà ce que ça produit. Et vous me dites que ce n'est pas du congrès, que c'est théorie, non. Lorsque je vous dis que, parce que désormais, n'oubliez pas ce que je vous ai dit en début d'émission, notre objectif ultime est que les Camerounais goûtent aux délices de la richesse nationale. Et que je vous dis que lorsque j'arrive, je vais octroyer 2 milliards de francs CFA immédiatement à chaque commune du Cameroun pour régler les urgences routières, régler les urgences alimentaires, régler les urgences hospitalières et scolaires. Ça, c'est du concret. Lorsque je vous dis que grâce à la richesse nationale que nous allons amasser, je peux me permettre de donner à chaque élève du Cameroun, à chaque rentrée, un chèque scolarité de 10 000, à chaque étudiant, un chèque scolarité de 25 000, c'est pour permettre aux Camerounais de goûter la richesse de leur pays. Et vous me dites que les Camerounais qui vont, je n'en doute pas un instant, accueillir tout cela avec joie, avec bonheur, en se disant, mais tiens, enfin, dans ce pays, on a un État qui est à notre service, enfin, nous aussi, nous avons droit aux délices de la richesse nationale, et vous me dites que ce sont ces gens-là qui vont s'opposer à ça, mais je n'en crois pas un seul instant. Je crois aux Camerounais, moi. D'accord. Il ne faut pas s'arrêter à la physionomie comportementale du Camerounais d'aujourd'hui. Eux, ils appellent ça résilience, c'est pour se moquer des gens. Le Camerounais a une capacité d'adaptation, mais ça nous le disons constamment, qui est extraordinaire. Pourquoi on salue cette capacité d'adaptation? Parce que le Camerounais, nonobstant toutes les difficultés auxquelles il a été confronté, nonobstant la misère dans laquelle, et le désarroi, le déboussolement dans lesquels cet État a plongé les Camerounais, dans leur grande majorité, les Camerounais ont trouvé de la ressource intérieure et intellectuelle pour s'adapter et vivre, et continuer à vivre. Donc, moi, je vais vous étonner, Monsieur Dipita Tongo, en vous disant que dans la préparation de notre projet de société, je vais vous l'avouer, nous avons travaillé avec des Camerounais de plusieurs horizons et de plusieurs bords, et dont certains sont même au cœur de l'appareil d'État. Et je vais vous dire que dans ce pays, tout le monde est comme en attente, en fait. Les gens sont en lévitation, en quelque sorte. D'accord. Ils attendent le jour où enfin le pays sera redressé, enfin ils pourront donner le meilleur d'eux-mêmes, enfin ils pourront se remettre à travailler patriotiquement pour leur pays. D'accord. En fait, nous sommes comme dans une forme de transition depuis quelques années, où les gens se disent, bon voilà, rien ne marche, rien n'avance, il n'y a pas de perspective, mais comme il faut quand même continuer à vivre, ben adaptons-nous. Adaptons-nous, ça veut dire quoi? Bon, il y a un vieux dicton de chez moi, je ne sais pas, peut-être qu'il existe chez vous aussi, qui dit que si vous allez dans le pays de quelqu'un, vous trouvez qu'on pousse quelque chose avec le pied, poussez aussi. Même si chez vous, on prend avec le même. Mais comme là-bas, on pousse avec le pied, poussez aussi. Donc, ce qui se passe chez nous, M. Dipita Tongo, c'est que beaucoup de gens qui n'ont aucune envie d'être des corrompus ou des corrupteurs se retrouvent quand même contraints. Alors, parce que s'ils ne le font pas, ils en deviennent victimes, ils se retrouvent quand même contraints. On va parler un peu de gouvernance, mais avant, je voudrais rebondir sur un élément que vous avez donné tout à l'heure. 2 000 milliards par commune. 2 milliards. À 2 milliards par commune. Oui. 720 milliards. Exact. Dès votre arrivée. Exact. Vous les prenez où? Ah ben, je viens de vous dire comment je les prends. C'est mécanique. D'accord. C'est mécanique. Et justement, il faut sortir de l'impuissance apprise qui consiste à dire aux gens
qu'il n'y a pas d'argent au Cameroun. Non. Il y a de l'argent au Cameroun. Vous savez, ben, vous le savez très bien, je vous l'ai dit tout à l'heure. L'argent de l'État vient principalement de 3 sources. L'argent d'un État. Entendons-nous bien. La première source de financement d'un État, donc du service public, c'est nos contributions, vous et moi. C'est-à-dire que les impôts, les taxes. L'État prélève sur le bénéfice que vous et moi, nous engrangeons dans les activités que nous menons. En d'autres termes, si vous voulez créer de la richesse dans un pays, il faut créer du travail. Parce que c'est le travail qui crée le revenu, et quand il y a plus de revenus, il y a plus de contributions dans l'appareil d'État. Et vous qui avez parcouru ou lu notre projet de société, vous avez certainement vu ce que nous voulons faire, ce que nous appelons le multiplicateur industriel. C'est-à-dire, nous disons que plus jamais dans notre pays, une seule ressource naturelle ne sera exportée sans qu'elle n'ait connu au moins 2 transformations. C'est pour ça que nous pouvons nous permettre de dire que nous allons faire en sorte que 35% au moins de la commande publique soit satisfaite localement. Nous allons tout transformer. C'est pour ça que nous vous disons que nous allons complètement changer la politique agricole. Tiens, je suis dans votre question. Parce que nous avons quand même, je ne dis pas quand même, 7,2 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire cultivables et labourables, et nous ne sommes même pas à 20% de leur exploitation. C'est pour cela qu'il faut un statut de l'agriculture, une loi d'orientation agricole, c'est pour cela qu'il faut des lycées agricoles, et c'est pour ça que nous pouvons annoncer que nous allons créer au moins 180 unités de transformation pour créer de la farine locale à partir de patates, d'igname, de manioc, et ainsi de suite, et non pas les mensonges des usines de transformation de manioc, comme à Ebolova et tout ça. Tout ça, ce sera du passé. Et nous vous disons donc, avec l'instrument que nous allons mettre en place, le CIGIFT, nous allons faire passer la richesse nationale camerounaise du simple 25 000 milliards actuels à au mieux, au pire, au triple. Immédiatement, ça va créer plus de ressources dans les caisses de l'État, parce qu'on aura donc justement fermé les robinets, j'ai aimé l'expression que vous avez employée tout à l'heure, il y aura donc plus de ressources dans les caisses de l'État et l'État s'en trouvera donc en capacité d'agir. Monsieur Dipita Tongo, je me doute bien que vous êtes déjà allé en Côte d'Ivoire et que vous avez découvert comme moi que c'est comme 2 pays jumeaux en fait, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. On a le même écosystème, on a la même écologie, on a même pratiquement la même superficie, les peuples se comportent de la même façon, font les choses de la même façon, mais curieusement en 2025, là, année en cours, le budget de la Côte d'Ivoire, c'est 15 000 milliards. Celui du Cameroun, c'est 7 500 milliards. Comment vous expliquez que 2 pays de même niveau de développement, presque similaires en tout, l'un est le double du budget de l'autre? Ben, ça tient à ces détails, ça tient à la gouvernance, ça tient au management. Donc, c'est là la clé. Il faut qu'on arrête de mentir. Alors, là, je me suis arrêté sur la première source de financement, qui est l'impôt, qui est la douane. Et je vous dis même que nous baissons tout ça. Parce que si vous voulez créer du travail, l'une des choses que vous devez faire, monsieur Dipita Tongo, c'est de lever les barrières tarifaires à l'entrée, aux portes. Et la porte, c'est la douane. Et actuellement, au Cameroun, allez, si vous avez échangé avec des opérateurs économiques, faire entrer certains types de machines au Cameroun, c'est énorme ce que vous devez payer. Et il y a des gens qui abandonnent parfois les choses au port ou qui abandonnent des projets parce que c'est hyper onéreux. Donc, première chose, douane, fiscalité. Deuxième source de revenus, ben, la commercialisation des ressources naturelles. Tiens, le Cameroun produit plusieurs ressources, a la chance, la grâce d'avoir plusieurs ressources naturelles. On parle du pétrole, on parle des minerais, pour ne prendre que ce cas-là. Vous avez sans doute suivi l'affaire Glencore, et ça répondra à votre question, qui a été condamné à l'issue de la procédure contentieuse douanière. Je dis douanière, pas fiscale, parce que ça n'a pas encore commencé. Ils ont été, je suis entré en possession du procès verbal, à l'issue de ce contentieux, où on leur demande de nous retrocéder un principal de 711 milliards de francs CFA, de ce qu'ils nous ont volé de 2006 à 2016, et ils sont frappés d'une amende de 10 000 milliards, un peu plus de 10 000 milliards, argent qu'ils n'ont pas contesté, sanctions qu'ils n'ont pas contestées au bout de 8 jours, qu'ils sont donc contraints aujourd'hui d'exécuter
Et cette exécution, notamment grâce à la convention de Mérida, nous pouvons la faire. Nous, État du Cameroun, nous pouvons saisir les comptes aujourd'hui de Glencore partout dans le monde et nous faire payer cet argent. Vous me demandez où est-ce que je vais aller prendre l'argent. Je vous dis concrètement où l'argent se trouve, je vais aller le prendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a volé et qui doit me payer ce qu'il m'a volé. L'argent est là, il faut aller le prendre. Et puis le troisième élément, c'est aussi l'emprunt. L'emprunt, les partenariats. D'abord, avant même d'arriver à l'emprunt, les partenariats publics-privés. C'est très important pour réaliser des choses, pour faire de grandes réalisations, de vraies, hein, pas les grandes réalisations qui sont devenues de grands scandales dans notre pays. Par exemple, pour le multiplicateur industriel, vous avez absolument besoin d'énergie. Ça, c'est fondamental. J'embraye pour en parler. Pour vous construire des unités de production d'énergie, par exemple, nous, on compte le faire en fonds propres. Et je viens de vous dire comment on va trouver de la ressource. Mais vous pouvez le faire aussi avec des partenariats publics-privés à partir du moment où dans votre pays, la gouvernance est améliorée et que la justice est améliorée. Parce que pour que des investisseurs viennent chez vous, il y a des éléments qui sont importants. Il y a des éléments liés à la fiscalité, nous en avons parlé tout à l'heure. Il y a des éléments liés à la justice, j'espère que nous aurons on en parle juste après les 2 points d'après. Oui, mais parce qu'il faut absolument réformer notre justice. Justice et liberté. Réformer notre justice. Donc, ça va, l'attractivité du Cameroun va être augmentée, donc des gens pourront venir. Nous avons un potentiel hydroélectrique, ce n'est pas à vous que je l'apprendrai, qui est quand même de 23 000 MW. Nous en sommes en termes de production à peine 2500. Nous sommes quand même le deuxième potentiel africain après la RDC et le 18e mondial. Il y a aujourd'hui, notamment dans les grands pays asiatiques, des entreprises qui font des merveilles dans le monde, notamment, je vous renverrai à non loin d'ici, en Éthiopie, où sur le Nil bleu, une entreprise chinoise vient de construire le plus grand barrage d'Afrique. Nous avons un potentiel, j'ai pas fini, s'il vous plaît. Nous avons un potentiel solaire et même un potentiel éolien. Donc là, c'est les PPP. Et puis la quatrième chose, je finis rapidement, c'est la dette, c'est les emprunts. Et oui, nous sommes en somme déjà, je crois, à 45% de notre PIB. Exact. De notre faux PIB, tel que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je précise de notre faux PIB. Et selon les règles de convergence de la CEMAC, c'est pas alarmant, c'est ce que nous dit souvent le ministre des Finances, puisque nous pouvons aller jusqu'à 70%. Je pourrais le rejoindre dans la mesure où, effectivement, statistiquement, on peut dire qu'on a des marges d'emprunt encore. Enfin, on sait qu'il y a des grands pays dans le monde comme le Japon qui ont été à 110% de leur PIB. Absolument. Le vrai problème de la dette camerounaise, c'est qu'elle est improductive. Enfin, nous en sommes arrivés, comble du scandale, à emprunter pour payer, pour rembourser d'autres dettes. C'est juste inimaginable. Mais dans un pays tel que nous allons le réformer, où l'économie sera aérée, où la gouvernance sera au rendez-vous, les taux d'intérêt vont baisser. D'ailleurs, je tiens à rappeler aux gens, contrairement à ce qu'ils peuvent penser, que même la dette se renégocie. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le pouvoir dans un pays, vous pouvez décider de renégocier la dette que vous avez trouvée. Donc, vous m'avez posé la question, où est-ce que je vais trouver de l'argent? Je viens de vous dire les 4 sources par lesquelles nous allons retrouver de l'argent. Il faut que les Camerounais acceptent d'y croire. Terminons avec les questions de gouvernance. Vous êtes pour une limitation du mandat présidentiel. Oui, à 5 ans x 3. 5 ans x 3. 15 ans. En 15 ans, il faut les engorger aussi. Vous m'avez demandé où je prends l'argent, c'est très important de le dire. Ah ben, nous allons amaigrir l'État. Mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Parce qu'il faut amaigrir l'État central pour ramener le pouvoir, y compris de production au niveau des régions. C'est pour ça que nous limitons d'ailleurs le nombre de ministères à 25. Absolument. Mais l'autre pan de cette question, c'est surtout au-delà de la présidence, le mécanisme de renouvellement de la classe dirigeante. Elle n'est pas que politique, elle est économique, elle est intellectuelle, elle est, je veux dire que quand on regarde notre environnement aujourd'hui, au-delà du politique, on a le sentiment que ce renouvellement n'est pas forcément systématique, n'est pas générationnel, il n'y a pas comme une forme de suivi. Il y a une initiative que vous prendrez dans ce sens-là? C'est tout à fait naturel. Ce que vous décrivez, c'est une forme d'immobilisme. Absolument. C'est une forme d'inertie. Oui, mais c'est logique. On a à peu près les mêmes qui nous dirigent depuis 43 ans. C'est un club d'amis et ils ont commencé très jeunes. Ils sont en train de vieillir ensemble. Donc ne soyez pas étonnés de ce que ça ne change pas beaucoup et que ça ne bouge pas beaucoup. Moi, je vous dis que beaucoup de Camerounais talentueux sont en attente, sont en latence. Vous savez, j'ai reçu aujourd'hui, avant d'entrer dans votre studio ici, une lettre
qu'un conseiller municipal du parti au pouvoir a adressé, il est donc Colmetet c'est dans l'Union ESSO, a adressé à son parti, parce qu'il est du parti au pouvoir. Et il leur disait, et je connais la personne parce que c'est un cadre très talentueux qui est dans un ministère de la place, et il est conseiller municipal du parti au pouvoir, et il adresse une lettre à son parti en lui disant, écoutez, moi, c'est vrai que je suis du même parti que vous, mais ceux qui nous dirigent là, il est temps qu'ils aillent se reposer. Moi, je soutiens la candidature de M. Cabral Libi. J'ai reçu ce document juste avant d'entrer dans votre studio. Je peux donner son nom puisque ça circule dans les médias. Vous allez certainement recevoir ça. Il s'appelle M. Pinon Ongba. Alors, voilà, il y a une ressource naturelle. Ne vous fiez pas, M. Dipita Tongo, aux apparences. Ce n'est pas parce que l'État, l'appareil d'État est otage d'un groupuscule de copains, de copines, c'est pas parce que nous sommes sous le règne du népotisme, du clientélisme, de la cooptation injuste, que vous allez croire que non, ça se limite à ça. Notre appareil d'État est rempli d'hommes et de femmes de talent qui ne demandent qu'à être gouvernés par quelqu'un qui fixe un cap, qui affiche une vision claire. Et vous serez étonnés des prouesses que cet appareil d'État sera à mesure de faire. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que je reste convaincu que lorsque je serai élu le 12 octobre 2025, je pourrai immédiatement commencer même à implémenter mon programme avec l'existant. Je parle du personnel étatique existant. Et puis, n'oubliez pas, le Cameroun est l'un des rares pays au monde qui se prévaut quand même d'avoir une diaspora de près de 7 millions de personnes. C'est très important quantitativement, mais cette diaspora est aussi caractérisée par sa qualité. Parce que vous avez des Camerounais aujourd'hui, que ce soit dans des États étrangers, que ce soit dans des grosses industries étrangères, qui ont atteint, par leur talent, leurs compétences, des niveaux de responsabilité que vous êtes loin de vous imaginer. Moi, je suis allé dans un pays comme les États-Unis, je dis n'importe quoi, comme ça en passant, et j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle monsieur Lobet. Je suis allé, j'ai été invité à un match, permettez-moi vraiment cette anecdote, j'étais invité à un match de baseball, c'était à Atlanta. Et je voulais voir à quoi ça ressemble. Donc je suis rentré dans un stade comme on n'en a pas ici, mais c'est d'un gigantisme incroyable. Et on me dit, mais tiens, vous êtes Camerounais? Je dis oui. On me dit, mais en fait, c'est un Camerounais qui gère tout le système informatique de ce stade. Je dis non, pas un Camerounais. Oui, mais enfin, il s'appelle M. Lobet. Et comme parfois les gens pensent que je suis du littoral, que je suis de voilà, on s'est même empressé de me dire, mais c'est votre frère. Ah ouais, je dis, de toute façon, c'est mon frère, il est Camerounais. Et j'ai trouvé un monsieur qui vous ressemble d'ailleurs étrangement, allez savoir pourquoi. Et il m'a fait visiter son lieu de travail. Mais c'est d'une technicité, d'une complexité que vous êtes loin de vous imaginer. Et c'est un petit Camerounais, parti de Douala ici, qui le fait. Ça veut dire qu'on a même des réserves dans la diaspora. C'est d'ailleurs pour ça que nous proposons la réforme du Code de la nationalité de 1968. Ça allait venir, mais j'anticipe, pour instaurer la plurinationalité qui nous permettra de capter cette diaspora, de capter les investissements de cette diaspora, les compétences de cette diaspora, avec un guichet diaspora que nous allons installer qui leur permettra à eux-mêmes ou à leurs relations qu'ils auront nouées là où ils sont établis, de venir investir au Cameroun. Et nous transformerons complètement la physionomie de nos ambassades pour qu'elles deviennent des postes avancés du rayonnement de notre diaspora à l'étranger. Justice et liberté. L'un des problèmes, ou alors l'un des mots fondamentaux, c'est cette question de séparation des pouvoirs. Vous annoncez un ensemble de réformes qui demandent certainement un dirigeant de poigne. N'y aurait-il pas, risque de dirigisme d'un président qui a besoin des résultats immédiats et qui essaie de mettre tout le monde au pas, le judiciaire, le législatif, pour avoir les lois évidemment, pour accélérer ces réformes. Et alors, fort de cela, comment rendre la justice indépendante vis-à-vis du pouvoir exécutif, mais aussi qui sait peut-être des autres pouvoirs? D'abord, avoir du pouvoir, vouloir des résultats tout de suite, mettre tout le monde au pas, ce n'est pas du dirigisme, c'est du management, c'est de l'autorité. Et c'est ce dont les Camerounais ont besoin, et c'est ce que je leur promets. Mais on a assez blagué.
on s'est assez amusé avec ce pays. Bon, on a effectivement besoin de points, on a même besoin de sévérité. Des chicottes. Mais Vous serez le président. Vous savez, je serai un président fouettard. Qui apportera, d'accord. Je vous le dis tout de suite. Un président fouettard. C'est-à-dire que lorsque j'ai donné la ligne directrice, vous dérogez à la ligne directrice, vous êtes prévenu à l'avance. Vous savez, c'est comme j'aime souvent dire que je serai comme quelqu'un qui dirige un aveugle. Donc quand il y a une flaque d'eau, il lui dit il y a une flaque d'eau. Quand il va lui verser de l'eau, il dit bientôt vous allez sentir de l'eau tomber sur votre tête. C'est exactement ce qui sera fait. C'est-à-dire que j'aurai placé une ligne, j'aurai montré une direction, et les gens seront prévenus de ce qui va leur arriver au cas où ils sortent de la ligne. Donc ce qui s'abattra sur les gens ne sera pas nouveau puisqu'ils en auront été édifiés bien à l'avance. Il faut que cela soit bien clair. Maintenant, vous parlez de justice, notamment de l'indépendance de la justice. Et je vous disais tout à l'heure à un moment de notre échange qu'effectivement, on ne peut pas imaginer une attractivité économique d'un pays sans une justice performante et rassurante. On ne peut pas. Et nous voulons une justice efficiente, nous voulons une justice efficace, nous voulons une justice transparente, nous voulons une justice humaine. On peut y aller très clairement. Une justice efficace, c'est d'abord une justice de proximité. La loi qui organise, la loi portant organisation judiciaire au Cameroun, a déjà prévu par exemple l'exercice de tribunaux dans chaque commune du Cameroun, ce qui n'est pas le cas. Mais il le faut. Parce que lorsque la justice est loin, elle est mauvaise. Elle n'est plus juste. Et ça, c'est quelque chose qui urge. Lorsque quelqu'un qui a un différend doit parcourir des kilomètres, payer beaucoup d'argent, pour aller chercher à se rendre justice, ça peut le décourager. Ça bloque l'économie et ça crée un sentiment d'inquiétude permanent. Il n'y a pas de sécurité juridique. L'autre élément, je vous ai parlé aussi, la justice efficiente. C'est une justice, d'ailleurs efficace, on est encore au niveau de l'efficacité. C'est une justice qui a les moyens de sa justice. Ça veut dire un cadre de travail. C'est la priorité des priorités. Allez voir parfois à quoi ressemble l'espace dans lequel travaillent les magistrats. C'est juste parfois inimaginable. Des bureaux malfamés, où ils sont 4 ou 5, devant des piles bizarres de dossiers, des piles défraîchies de dossiers. Le cadre de travail, même pour rendre la justice, n'est pas bon. Pourtant, ça devrait commencer par là. C'est très important. Et l'autre question qui a trait à l'efficacité, autant le dire tout de suite, et même à l'efficience, c'est la rémunération des magistrats. C'est quelque chose de fondamental dans ce pays. Nous avons fait une étude dessus où nous démontrions que le magistrat camerounais était l'un des moins bien payés d'Afrique, un peu d'ailleurs comme le député. Et puis, un autre élément qui a trait à l'efficience maintenant, c'est, comment je peux dire, l'indépendance. Bien sûr. Comment garantir l'indépendance? Ce que nous proposons, c'est déjà clairement la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, qui elle-même sera indexée sur une autre réforme. Nous aurons en fait au Cameroun 3 ordres judiciaires, ou 3 ordres de justice. Vous aurez l'ordre de la justice judiciaire, l'ordre de la justice administrative et l'ordre de la justice des comptes. C'est quoi quels sont les changements fondamentaux? Ah oui, mais parce que, pour que je vous explique, actuellement nous avons globalement 2 ordres judiciaires. Nous avons la justice administrative et nous avons la justice de droit commun. Absolument. La justice de droit commun. Et on a même d'ailleurs la justice des comptes. Sauf que, on vous parle de 3 ordres judiciaires, mais ces 3 ordres judiciaires finissent par se retrouver. Parce que, finalement, au bout, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a plusieurs paliers. Niveaux. Oui, mais voilà, on a plusieurs paliers. Il y a l'instance, l'appel, la cassation. Et où est-ce que on les appelle les niveaux de juridiction? Quand on arrive au sommet, on se retrouve pratiquement, bon, j'ai laissé la justice constitutionnelle de côté. On se retrouve finalement La cassation. au même niveau. Exactement au même niveau. C'est-à-dire que c'est le président de la Cour suprême qui devient en fait le sommet
des 3 ordres judiciaires, dont on est comme ça, en pyramide. Mais non, nous disons que ce ne sera pas ça. C'est-à-dire que chacun de ces ordres judiciaires partira de la base jusqu'à son sommet à lui. Ce qui va donc provoquer autre chose, c'est la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, puisqu'il y en aura 3. Il y aura donc un CSM, Conseil supérieur de la magistrature, un CSM pour chacun de ces ordres. Et nous allons d'ailleurs changer la composition de ces CSM, parce que c'est là où ça se joue. Vous savez qu'aujourd'hui, au Cameroun, les carrières des magistrats sont gérées par ce Conseil supérieur de la magistrature, qui n'a d'ailleurs pas siégé depuis très longtemps. Donc, c'est l'exécutif. À partir du moment où l'exécutif tient les magistrats, notamment leur promotion, leurs avancements, rien ne peut en sortir. Donc, il faut absolument une réforme qui est fondamentale, et on va donc réformer ces CSM de telle sorte qu'il y ait plusieurs types de profils, et il y aura des membres qui seront désignés par le Parlement, des membres qui seront désignés d'abord par les magistrats eux-mêmes, des membres qui seront désignés par l'exécutif. Et j'ai parlé du Parlement, j'ai parlé de l'exécutif, et par leur pairs, et des membres qui seront issus de la société civile. C'est très important pour l'efficience de la justice. Et même dans le travail de la justice, il y a un certain nombre de choses. Et là, nous basculons globalement vers l'aspect de la transparence de la justice. Par exemple, la question des gardes à vue, il faut absolument la régler. Et la question, par exemple, et ça c'est fondamental. Sur le plan pénitentiaire. C'est fondamental. On va instaurer par exemple un juge de mise en état des dossiers. Parce que nous avons un gros problème au Cameroun. Mais là c'est un peu technique, il faut rentrer dans le travail judiciaire pour le comprendre. La mise en état des dossiers au Cameroun, c'est déjà un gros problème. Et le temps de la justice, il faut bien que dans ce pays, nous arrivions à un niveau, M. Djipita Tongo, où lorsqu'une affaire est enrôlée au Cameroun, qu'au bout de 90 jours, cette affaire ait été soldée, y compris même en appel. Cela est possible. Ça demande des moyens humains, ça demande des ressources matérielles, logistiques, mais il faut qu'on en arrive. Sur la question de la réinsertion des détenus. Mais là, on passe donc à l'humanité de la justice. Je vous ai dit tout à l'heure, l'humanité de la justice, mais j'en finis avec le côté de l'efficacité et même de l'efficience, parce que vous ne pouvez pas parler de la justice et ne parler que des magistrats. Il y a des auxiliaires de la justice. Nous proposons d'ailleurs, ce n'est peut-être pas visible tout de suite, mais c'est une réforme dans le chapitre de la rénovation de l'État que nous proposons. Nous allons dissoudre l'ENAM et créer 3 autres écoles. Tiens, il y aura l'école de l'administration et du management, l'école de l'économie et des finances, l'école de la magistrature et des professions judiciaires. Ça fait 3 écoles. C'est pour cela que vous ne pouvez pas imaginer la réforme de la justice en ne parlant pas de ces auxiliaires qui sont notamment les avocats, qui sont les huissiers, qui sont les notaires et autres. Et il faut donc que déjà, mais là je viens d'évoquer la question de la formation, qu'elle soit beaucoup plus fluide dans notre pays. Il faut un accompagnement, notamment des avocats, des huissiers qui eux se mettent à leur propre compte, un accompagnement fiscal, un accompagnement même des facilitations bancaires pour leur permettre de mettre leur cabinet en place. Il faut réformer l'ordre, le barreau. Il faut réformer le barreau. Actuellement, nous avons un barreau national. Nous voulons instaurer des barreaux régionaux, puisque nous sommes dans la politique du fédéralisme communautaire avec 25 régions, et nous aurons désormais des barreaux régionaux. Nous allons par exemple accorder aux avocats l'exclusivité de la défense. Nous allons faire en sorte que les charges des huissiers, les charges des notaires, que tout cela soit désormais transparent dans notre pays. Et puis vous avez évoqué l'autre point dont on ne parle pas toujours, l'aspect de incarcération. Oui, pénitentiaire, qui est un aspect de la justice. Et là-bas, il se pose, nous avons 2 ou 3 propositions. La première, c'est de transformer complètement les prisons en prisons de production. Bon, évidemment, il faut régler la question de la surpopulation carcérale. Il est inadmissible que des prisons comme celle de Yaoundé, qui était prévue pour 700 personnes, s'en trouve remplie de 5000. Ce n'est juste pas vivable. Et d'ailleurs, nous avons, et c'est le cas ici à Douala où nous nous trouvons, où vous avez une prison qui jouxte carrément un marché. Mais c'est juste pas possible. Donc il faut privatiser même les prisons. Il faut les privatiser. Nous proposons de les privatiser, donc de permettre à des privés de construire des prisons et d'être en relation d'affaires avec l'État à ce propos. Et nous voulons donc construire des prisons de production. Parce que nous pensons que l'objectif pénal
la privation de liberté participe en fait de la resocialisation du délinquant. Et nous pensons que la resocialisation du délinquant passe aussi par sa réinsertion socio-professionnelle. Les prisons aujourd'hui sont devenues davantage des espaces de renforcement de la délinquance. C'est-à-dire que quelqu'un y va, dans l'optique de le resocialiser, il en ressort, mais complètement bousillé. Non, il faut des prisons de production, mais il faut aussi que le personnel pénitentiaire, ce qu'on appelle communément les gardiens de prison, que eux aussi, leur travail soit humanisé. Est-ce que vous savez, lorsque nous avons évoqué la surpopulation carcérale tout à l'heure, est-ce que vous savez que dans ces prisons surpeuplées, parfois, les gardiens de prison n'ont même pas de matériel de défense non létal, comme on dit. C'est-à-dire que s'il y a une émeute, ils sont obligés de faire appel parfois à l'armée régulière ou aux forces d'anti-émeute. Et parfois, le temps qui s'écoule entre le moment où se déclenche une émeute et le moment où les autres arrivent, souvent les dégâts sont devenus irréparables. Et même, je parlais de l'efficience ou de l'humanité de la justice tout à l'heure. Vous savez, il y a un gros problème dans le secteur de la justice, c'est le traitement différencié. Alors que dans la justice, vous avez, je parle de ceux qui sont dans le secteur public, parce que tout à l'heure j'ai évoqué ceux du secteur privé, alors que vous avez les magistrats, vous avez les greffiers, vous avez donc le personnel pénitentiaire, on a l'impression parfois, notamment dans le traitement indiciaire, que la part belle est faite aux magistrats. Mais ça rentre dans une autre proposition que nous faisons dans la rénovation du secteur public, c'est de d'harmoniser l'indice. D'accord. Parce que rien n'explique, M. Dipita Tongo, que deux Camerounais diplômés le même jour, ayant le même diplôme, que l'un et l'autre travaillent pour l'État, mais que l'un est le 10 fois le salaire de l'autre. C'est une injustice à laquelle il faut mettre fin. Parlons sécurité et unité nationale. Quelles seront vos premières mesures pour restaurer la paix dans les zones en crise? En fait, il faut en faire une urgence. Vous parlez, disons, il y a deux zones en crise. Il y a la partie dite anglophone, c'est-à-dire le nord-ouest et le sud-ouest, et puis il y a la partie septentrionale qui, elle, fait face à deux types de crises. La crise terroriste et le grand banditisme. Donc, commençons peut-être par le septentrion. En ce qui concerne le grand banditisme et la crise terroriste, il faut réformer l'armée. Il faut réformer notre armée. Enfin, le chapitre sur la défense et la sécurité nationale vous donne suffisamment d'éléments là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire dans l'armée? Il faut plus de justice, plus d'équité dans l'armée. Bon, c'est la grande muette. Les gens, ils ne parlent pas toujours. Mais je pense qu'il faut plus de... Vous savez, lorsqu'on fait face, par exemple, au terrorisme, comme c'est le cas, il y a beaucoup de nos compatriotes qui y laissent la vie. Ils laissent leur vie pour nous défendre. C'est pour ça que nous, par humanité, nous proposons, par exemple, le statut de pupille de la nation aux enfants des hommes tombés au combat. De telle sorte que l'État en prenne la charge jusqu'à leur insertion socio-professionnelle. Ça, c'est ce que nous appelons les pupilles de la nation. Mais nous proposons que la doctrine même de notre armée change. Pour l'heure, c'est la protection aux frontières. En fait, notre armée doit être maintenant une armée de proximité qui est à nos côtés. Et pour cela, comme je vous l'ai dit, il faut, par exemple, que la promotion dans l'armée soit beaucoup plus transparente, beaucoup plus objective. Qu'elle ne l'est maintenant, les gars, ils ne parlent pas toujours. Il faut une forme d'harmonisation. Vous savez, il y a plusieurs sections dans l'armée, il y a plusieurs corps d'armée. Et le fait parfois qu'il y ait le sentiment de deux poids deux mesures entre ce corps-ci et un autre, ça crée des frustrations qui, tôt ou tard, peuvent dégénérer sur autre chose. Il faut, pour notre armée, et ça c'est fondamental, de la transparence dans l'acquisition des équipements. Là encore, c'est la grande muette. Les gens ne parlent pas toujours. Mais si j'ouvre le dossier de l'acquisition des avions militaires, si j'ouvre le dossier sur l'acquisition de certains armements, c'est des questions délicates qu'un homme d'État ne va pas évoquer comme ça à la volée, mais il y a grande nécessité. Quel lien que vous faites avec les mesures pour restaurer la paix? Il y a grande nécessité, je vous parlais, et grande nécessité aujourd'hui de revoir les équipements de l'armée. Et quand je parle d'équipement, ça fait donc la transition avec ce que j'évoque, et en rajoutant que sur la question terroriste notamment, il faut densifier la coopération. Parce que n'oublions pas que le terrorisme dont nous parlons est frontalier, dans une congruence entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. Et on a vu avec les FMM, ce qu'on a appelé les forces multinationales mixtes, que ça avait permis, lorsqu'on a mutualisé des forces, ça a permis quand même de repousser le terrorisme à un moment. Et c'est dans cette ligne
qu'il faut véritablement s'inscrire et ça s'est estompé un peu à cause des égoïsmes des États, notamment le nôtre, mais ça devrait aller dans ce sens davantage. Nous avons tout intérêt à traiter sur cette question avec nos pays voisins, puisque nous sommes d'ailleurs économiquement liés, hein, le corridor qui va jusqu'au Tchad. C'est ça qui fait vivre le Tchad. On ne comprend d'ailleurs pas pourquoi la route est dans l'état où il est. Le Nigeria, nous le bordons sur 5 régions. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous proposons ici l'ouverture des corridors bitumés et y compris ferroviaires avec ces pays-là. Mais pour revenir donc avec la sécurité, vous savez, il n'y a pas longtemps, vous avez été mis au courant, dans une de nos tournées de terrain, nous avons fait un accident entre Ngaoundéré et Galim-Tignière, dans un village qu'on appelle Libongboum. Et nous avons découvert avec effarement que c'est un village qui faisait l'objet d'enlèvement de gens tous les jours. Là, on n'est plus dans le terrorisme, on est dans le grand banditisme. Et d'ailleurs, je me permets de profiter de votre antenne pour adresser mes sincères condoléances à la dame dont 5 enfants ont été enlevés sur la route Maroua-Koussiri et dont l'un, malheureusement, a laissé la vie dans une situation plutôt trouble. Et nous l'avons vécu à Libongboum. À 17h, 18h, tout le monde est barricadé dans sa maison. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on enlève quelqu'un et que les ravisseurs demandent des rançons de l'ordre de millions aux familles qui sont déjà misérables. Et ce qui nous a frappé, nous, c'est qu'un secteur comme celui-là, classé rouge, il n'y a pas d'électricité. Un secteur comme celui-là, classé rouge, il n'y a pas de réseau Orange, il n'y a pas de réseau MTN, il n'y a pas de réseau Camtel. Et plus grave, l'armée fait ce qu'elle peut. Mais M. Dipita Tongo, l'armée devrait disposer dans des zones rouges comme celle-là de drones de surveillance avec des détecteurs thermiques. Vous savez, l'État qui protège, ce n'est pas que des 20 mots. C'est vraiment un État qui priorise la sécurité de ses citoyens. J'en viens maintenant à la crise anglophone. M. Dipita Tongo, je vous annonce qu'une fois élu le 12 octobre 2025, même s'il faut que j'aille habiter à Bamenda, à Boya, pour trouver la paix, je vais le faire. Parce que toutes les guerres du monde ne se terminent que par des accords de paix. Il n'y a pas deux façons de mettre fin à une guerre. Il n'y a pas de solution magique pour mettre fin à une guerre. Les gens s'entretuent, les gens se tirent dessus, les gens perdent la vie, du sang coule. Ces blessures pour les penser, c'est toujours difficile. Il faut de l'humilité, il faut du dialogue. C'est pour cela qu'à la suite du grand dialogue national de 2019, auquel j'ai participé avec bonheur dans la commission des déplacés internes, j'avais d'ailleurs paix à son âme comme président de commission le cardinal Christian Toumi. Même s'il faut organiser 10 autres grands dialogues nationaux, n'importe où sur le territoire national, avec d'autres acteurs, je le ferai. Parce qu'il faut absolument trouver et négocier avec les concernés les voies de la paix, qui consisteront, une fois qu'on aura déposé les armes, ramener les déplacés internes chez eux et surtout prendre des dispositions spéciales et urgentes pour les réintégrer chez eux. Ça, c'est le plus urgent. Mais pour solutionner définitivement la crise anglophone, nous pensons qu'il faut régler déjà la question linguistique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que l'on relègue au passé cette affaire de moi je suis francophone et moi je suis anglophone. Et pour régler ce problème, n'oublions pas que le français et l'anglais, vous et moi, nous ne l'apprenons qu'à l'école, à la vérité. Donc, si vous voulez régler le problème de français et de l'anglais, c'est à l'école qu'il faut aller le régler, parce que moi, je vous dirais que dans ma famille, quand je suis né, avant d'aller à l'école, d'ailleurs moi j'ai eu, mon père était enseignant de français, et le français était formellement interdit dans sa maison jusqu'à ce que l'enfant ait à l'école. Donc mes premiers balbutiements en français, je les ai commencés quand je suis allé à la maternelle, et d'ailleurs chez lui, on n'allait pas à l'école avant 4 ans. Chose que je trouve effectivement intéressante. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à l'école, M. Dipita Tongo? C'est de systématiser l'apprentissage concomitant du français et de l'anglais. Je suis élu le 12 octobre 2025. Dès la rentrée 2025-2026, j'instaure que dès la maternelle, on apprendra simultanément le français et l'anglais. D'accord. 15 ans plus tard, je ne sais même pas combien de temps on fait de la maternelle à la terminale, c'est 16 ans. 16 ans plus tard, j'ai une génération complètement bilingue, et non plus on sort donc du schéma de la juxtaposition linguistique que nous avons dans nos lycées bilingues, où vous avez d'un côté de la cour ceux qui font le BPC, le probatoire et le bac, et de l'autre ceux qui font le GCO et le GCA level, et l'un et l'autre n'ont d'ailleurs pas les mêmes programmes. Pourtant, ils sont scolarisés dans le même pays. Ça finit l'un par le bac, l'autre par le GCE Board, et l'autre par l'office du bac. Ce n'est juste pas normal. D'ailleurs, je ne vais pas inventer la roue, je vais simplement rouvrir les tiroirs de la présidence.
Et je vais ressortir les résolutions des États généraux de l'éducation qui ont eu lieu au Cameroun en 1996 et qui avaient déjà proposé cela. L'autre chose qu'il faut faire dans ce pays, et ça c'est très important, c'est de changer la forme de l'État. Nous nous proposons donc, vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y viens, mais c'est en partie lié avec la crise anglophone, excusez-moi, nous proposons donc le fédéralisme comme... Et c'était la prochaine question en réalité. Ah ben posez-la. Ben parce que quand on aura fini, justement, c'est votre doctrine, le fédéralisme communautaire, parce que là nous sommes dans la rubrique unité nationale. Le sentiment que beaucoup ont eu, et je suis sûr que cet écho vous est parvenu depuis 2018, que vous avez proposé aux Camerounais, aux électeurs camerounais, ce programme de gouvernance. Les réactions qui remontent sont celles de la division, du tribalisme ou de la tribalité, des confrontations, j'ai failli dire, idéologiques, mais qui s'appuient sur des communautés. Avant de rentrer dans le fond de l'explication, une fois de plus, oui, c'est bien de préciser une fois de plus, parce que vous m'avez déjà invité à ça. Bah oui, parce que je veux dire qu'il y a quand même les écoles qui nous reviennent. Est-ce que vous avez ce retour-là, Cabral, ce retour des gens qui continuent à s'interroger malgré toutes les explications qui sont jusqu'ici données soit par vous, soit par vos collaborateurs, vos communicants que vous envoyez dans les médias et qui expliquent aussi au quotidien dans les rues au Camerounais? Monsieur Djipita Tongo, moi je suis un homme de terrain. D'accord. La candidature que j'incarne, c'est une candidature de travail. C'est-à-dire qu'après l'élection de 2018, nous nous sommes donnés pour mission de rattraper notre retard, donc de travailler à l'implantation de notre parti. Même si nous avons été persécutés pendant 2 ans par certains membres du gouvernement qui sont allés réactiver l'ex-président national, cela ne nous a pas empêchés de rester proches des Camerounais, dont nous avons certains des retours, certains Camerounais nous rapportent certaines craintes. Mais heureusement, et ça je peux vous le dire, les retours sont de moins en moins craintifs parce que la pédagogie de notre offre fait aussi son œuvre. Le fédéralisme communautaire, évidemment c'est de bonne guerre, a été attaqué alors qu'il n'était qu'annoncé. L'ouvrage, seule la couverture de l'ouvrage avait été publiée, que déjà des factions armées contre lui s'étaient érigées. Alors, vous vous souvenez sans doute d'un ancien bâtonnier qui avait même saisi la Commission nationale du bilinguisme et du multiculturalisme, lui disant, sur la base de la couverture, que c'était du nazisme et qu'il fallait interdire même l'ouvrage avant qu'il ne fût publié. Alors, nous nous posions tous la question à l'époque, mais qu'est-ce qui dérangeait tant dans le titre? Était-ce le mot fédéralisme? Ça nous a étonné, M. Djipita Tongo, parce que ce pays a quand même été fédéral pendant 11 ans, de 61 à 72. Absolument. Était-ce le mot communautaire? Ça nous aurait davantage étonné parce qu'il y a quand même quelqu'un qui exerce le pouvoir de ce pays, dans ce pays depuis 82, qui a publié un ouvrage en 1987 aux éditions Pierre-Marcel Favre à Paris qui s'intitule ce qu'il a comme titre et qui a le mot communautaire comme particule de son titre. Donc, c'était un procès d'intention, c'était des adversaires politiques parfois déguisés qui s'attaquaient simplement à quelque chose de révolutionnaire que nous proposions. 2 mots. Fédéralisme et communauté. Le fédéralisme, comme pas mal de mots qui se terminent en isme, en dehors du banditisme, qui est d'ailleurs la doctrine de ceux qui nous gouvernent, le fédéralisme, comme je le disais tantôt, beaucoup de mots qui se terminent en isme, c'est une doctrine, vous l'avez dit, c'est-à-dire un courant philosophique, un faisceau d'idées. Et cette doctrine offre les clés d'organisation de sociétés de diversité établies sur un espace territorial qu'ils ont en partage. C'est pour cela que tous les pays, je dis tous les pays du monde, qui à leur naissance ont fait face à la diversité, ils ont emprunté le fédéralisme. Ceux qui ne l'ont pas fait, mais ils sont entrés en naissance, en fonctionnement, en comportant ce que nous appelons un vice de fabrication. Nous ne sommes donc pas étonnés
que plus tard surviennent des pannes de roulement. La crise anglophone en est une. Lorsque les Arabes Shoa et les Kotoko s'entretuent dans le logo Nechari, ce n'est pas le fédéralisme communautaire, c'est bien l'État unitaire actuel. Lorsque dans le Mbéré, les Peuls et les Baya s'entretuent en décimant des villages pendant des semaines, votre chaîne les a souvent relayés par le passé. Heureusement, ça commence à faire lointain. Ce n'est pas le fédéralisme communautaire, non. C'est plutôt la solution que nous apportons. Fédérer veut dire unir. Fédérer veut dire mettre ensemble. Mais qu'est-ce qu'il faut donc mettre ensemble au Cameroun? Est-ce les ethnies ou les communautés? Nous proposons qu'on mette ensemble les communautés. Parce que l'ethnie, ce n'est pas la communauté. L'ethnie, c'est la langue que nous parlons. Et l'ethnie ne pose d'ailleurs de problème à personne, hein, M. Dipita Tongo. On est ici à Douala, c'est le nom d'une ethnie. Donc quand je dis je vais à Douala, c'est comme si je disais je m'en vais à Bassa. Alors, quand je dis je m'en vais à Bafia, c'est comme si je disais je m'en vais à Tupuri. Quand je dis je m'en vais à Bangante, c'est comme si je disais je m'en vais à Mboum. Mboum, c'est une ethnie de Boyo Division dans le nord-ouest. En revanche, lorsque vous accédez au niveau du département au Cameroun, ça devient dans bien des cas plutôt communautaire, c'est-à-dire un ensemble d'ethnies dont les langues naturellement sont différentes, mais dont les ressortissants ont en partage un sentiment de destinée commune qui lui est lié aux traditions, à l'histoire, à la culture, à la sociologie, à l'anthropologie. C'est pour cela que lorsque vous dites je suis Sawa, vous ne parlez pas le Sawa. Il n'y a pas de langue Sawa. En revanche, il y a un peuple Sawa qui est francophone et anglophone. Donc le jour où nous décidons, comme nous le proposons, de supprimer les 10 régions et de rester avec 58 départements que nous allons transformer en régions, puis d'agglomérer donc, ou de mettre ensemble les nouvelles régions, anciens départements voisines, c'est pour ça que je dis au féminin, puisque c'est les nouvelles régions, de mettre ensemble les régions voisines qui sont affinitaires par la tradition, la culture, la sociologie, nous pourrons donc créer la région Sawa. Et le jour où vous créez la région Sawa, vous aurez le Vouri, le département du Vouri, vous aurez le département du Fako, vous aurez le département du Ndian. Ça fera la région Sawa, qui elle, sera ni francophone, ni anglophone. Le jour où vous voulez faire la région Tikar, créer la région Tikar, n'allons même pas là-bas. Mais si nous disons même qu'on veut créer la région Tikar, comme nous voulons le faire, parce que la région du Noun va exister. Nous allons garder la région du Noun. Mais si vous voulez refaire la région Tikar, par exemple, vous allez, suivez bien, vous allez prendre une part de la région du centre, dans le Bamekim, Gambetika. Vous allez prendre une partie de la région de l'ouest, Magba, dans le Noun, tiens. Vous allez prendre une partie de la Damawa, dans le Mayo, Bangyo, Bankim. Et vous allez prendre une partie du nord-ouest, département de Nongamantou, l'ethnie So. Vous avez la région Tikar, elle n'est ni francophone, ni anglophone. Mais géographiquement éparse. Mais absolument pas. C'est justement ça le problème. C'est le prolongement géographique. Prenez le cas de la région Tikar dont je viens de vous parler. Prenez la région Tikar. Les Tikars sont dans une zone contiguë de 4 régions. Ils sont à un seul endroit, les Tikars. Un seul. Sauf qu'à l'endroit où eux ils sont, ceux qui traçaient les régions, les ont éclatés en 4 régions. Donc eux ils sont là, ils sont nés là, ils ont toujours été là. Mais ils se retrouvent du jour au lendemain dans 4 régions. Donc quelqu'un va rendre visite à son frère de l'autre côté, dans l'autre village, on lui dit que non, vous n'êtes plus dans la région du centre, vous êtes maintenant dans la région du nord-ouest. Ça n'a juste pas de sens. Et c'est pour cela que parfois, quand nous présentons ça, les gens croient que quand nous donnons ces exemples, tout ça est éparse. Mais non, si vous prenez le peuple Bafout, qui se retrouve
et dans la Menchum, et dans la Mezam, dites-moi, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas de tremblement de terre, on est dans le prolongement géographique. Dites-moi, M. Dipita Tongo, si vous prenez le département de la Benue et vous créez avec le département du Mayo-Oulo, la Benue-Oulo, c'est les mêmes peuples. C'est les Peuls et les Fali, d'un côté comme de l'autre, pour ne prendre que ces cas-là. Bon, écoutez, si vous prenez la Sanaga maritime et l'Union Ekele, ils sont voisins, non? Mais en donnant l'impression, dans votre esprit, vous vous dites, ah, l'Union Ekele est dans le centre, la Sanaga maritime est dans le littoral, donc c'est éparse. C'est pas éparse. En fait, vous êtes dans le prolongement de même territoire, un peu comme je parlais tout à l'heure de la région Sawa. N'allez pas me dire que parce que le Vouri est dans le littoral et que le Ndjian et le Fako sont au nord-ouest que c'est éparse. C'est dans votre tête que c'est éparse. Ça n'a jamais été éparse parce que vous partez de Douala pour le Fako, puis pour le Ndjian, il n'y a pas de problème. Si vous créez la région du Danaï et Kani, Yagua et Kaele, j'y étais encore il n'y a pas longtemps, c'est dans votre tête que vous croyez que c'est éparse, tout ça est au même endroit. Si vous mettez le Mbere et le Djerem dans la Damawa, c'est dans votre esprit que c'est éparse. Ça n'a absolument rien d'éparse et nous aurons donc 25 régions. Ça a toujours partie liée avec la crise. Parce que, rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a déjà réglé la question linguistique puisque le français et l'anglais sont appris concomitamment à l'école. Mais qu'est-ce qu'on fait de 25 régions? Et c'est là, M. Dipita Tongo, que ce pays deviendra une puissance. Parce que nous allons appliquer ce que nous appelons la décentralisation aboutie. Nous permettrons donc à chaque région de se développer, de recevoir les moyens de se développer grâce à sa spécificité. Est-ce que vous vous doutez bien qu'une région comme la région Sawa, qui est peuplée de l'eau, va être la partie du territoire où tout ce qui a trait à la pêche, tout ce qui a trait à l'industrie de l'eau, tout ce qui a trait à l'industrie de l'océan, y compris si on veut créer une université des sciences de l'eau, c'est de ce côté qu'il faudra aller la créer. On arrivera même à un point où, comme ça se fait dans un pays qui maintenant, je vous le dis donc, je n'ai pas inventé la roue, dans un pays comme l'Afrique du Sud, qui applique déjà le fédéralisme communautaire, ça c'est en Afrique, ou l'Espagne, la Belgique, ça c'est en Europe, on pourra même mettre les régions en compétition. Et c'est ce jour, lorsque chaque région du Cameroun recevra les moyens de se développer à partir de sa spécificité, que le Cameroun, qui en sera dans le réceptacle, deviendra une puissance. Et je termine par une chose que beaucoup de gens ne voient pas, qui, elle, est liée à l'élection présidentielle. En fait, de façon larvée, l'élection présidentielle est aussi une guerre de positionnement des communautés. Bien sûr. Il y a par exemple des candidats, ils démissionnent, comme on l'a vu il n'y a pas longtemps, des candidats qui ont démissionné, non pas avec pour but de gagner l'élection présidentielle, mais de gagner le suffrage d'une partie du pays. Partie septentrionale pour ne pas la nommer. Pourquoi? Parce que le centralisme a fini par créer le sentiment que c'est lorsque un des miens ou l'un des nôtres est au pouvoir que nous aussi, nous aurons droit au bonheur. Du coup, l'élection présidentielle est devenue en fait une guerre communautaire qui ne dit pas son nom. Dans bien des cas, ce n'est pas systématique. Bon, pour nous qui venons des groupes minoritaires, ça se ressent moins. Mais pour ceux des candidats qui sont issus des groupes plutôt à assiette majoritaire, ça se ressent beaucoup plus. Pourtant, le remède de ça, c'est la décentralisation aboutie, que j'emprunte d'ailleurs dans un pays de fédéralisme modélisé, les États-Unis. Et pour que les gens comprennent bien, j'aime toujours prendre cet exemple banal, que les États-Unis, c'est l'un des rares pays au monde où un père et son fils sont devenus présidents. C'est l'un des rares pays au monde où un homme et sa femme, les Clinton, voulaient être présidents. Pourquoi cela est possible? En fait, parce que globalement, les Américains s'en foutent. L'Américain normal, au quotidien, vit en fait dans son État. Washington n'est pas sa priorité. C'est son État qui est une priorité. Et chacun des États a une capitale. Et surtout a à sa tête un gouverneur. Donc si je suis californien,
Le gouverneur de ma région est californien. Et c'est lui qui gère mon quotidien de Californien là-bas. Donc, mon quotidien n'est absolument pas géré par Washington. C'est pour cela que le jour où vous aurez une région Sawa, puisque je suis à Douala, et que Sawa sera président de région, et que ce Sawa aura les moyens de développer la région Sawa, et que toutes les attentes, en tout cas la majorité des attentes de Sawa seront satisfaites par son président de région, en fait Yaoundé deviendra accessoire dans les esprits des gens. Et que Cabral Libi puis son épouse occupe tout dit là-bas, bon, les gens diront ok, tant qu'à faire. Alors pour terminer. Mais aujourd'hui c'est juste inimaginable. Décentralisation aboutie, fédéralisme communautaire, est-ce que ce jeu de mots ne crée pas aussi la confusion dans la compréhension de votre... Aidez-moi à comprendre à quel niveau? Je vous renvoie la question. Non, il n'y a pas, de mon point de vue, de confusion quelconque à avoir. Le fédéralisme communautaire est une idéologie qui vise à créer le vivre ensemble entre les communautés. Ce qui est confusionnel, c'est ce qui se passe aujourd'hui, où l'on avance des termes, des mots creux. Celui de l'intégration nationale, par exemple. Nous ne sommes absolument pas un pays intégré. Et c'est pour cela que les gens se regardent en chien de faïence. Nous sommes juxtaposés. Comme nous sommes contraints de vivre dans un même pays, nous nous faisons tous bonne conscience, mais nous nous surveillons. D'accord. Je vous l'explique par deux choses que j'aime toujours évoquer. Nous nous sommes donné des noms. Le bosniaque pour désigner le Bamileke, le Gadamayo pour désigner le sudiste, la Houssa et bien d'autres d'ailleurs, le Wadjo pour désigner le nordiste, le serpent à deux têtes pour désigner... Où voulez-vous en venir? Ben, je veux en venir à ce que on ne peut pas aimer quelqu'un et lui coller des noms comme ça. Vous légiférez sur le tribalisme? Des noms, mais justement non. Je veux annihiler et faire disparaître le tribalisme. D'accord. Parce qu'il y a même d'autres choses qu'on dit. Je sais que vous êtes ça, par exemple. Voilà. On dit de vous que vous êtes vantard et paresseux, vous savez ça? Bah, je ne sais pas, je n'entends pas. Ah ok, vous ne l'entendez pas, mais je vous informe que c'est ce qu'on dit de vous. Vous savez ce qu'on dit de moi qui suis Bassa? Non. Que je suis sorcier méchant. Et que vous marchez avec des thèmes. Ah tiens, ça vous l'entendez, mais pas ce qu'on dit de vous. C'est pas grave. Mais c'est des stigmatisations péjorées qui sont rampantes dans notre société et qui renforcent la division entre nous. Le Bamileke est bandit, le Bamoun a deux têtes, le Peul est hypocrite, le Béti est soulard, l'étonne mange du savon et tout. Ça fait partie... Bon, pour les étonnes, j'ai poussé quand même la recherche. Et je suis allé plusieurs fois chez les étonnes, on ne m'a jamais servi un plat de savon, même pas en entrée. Donc, tout ça, c'est des choses, c'est pour taquiner ma porte-parole Anne Fégonde. Je ne prends pas ces exemples par hasard. Donc, tout ça, c'est pour diviser les gens. C'est pour factionnaliser la société. Et c'est ceux qui nous dirigent qui ont organisé ça. Et nous, avec le fédéralisme communautaire, nous venons justement faire disparaître cela. Et la chose fondamentale que nous allons faire, qui est même à la vérité simple, c'est que nous allons créer à l'école, nous allons instituer à l'école une matière intitulée « Connaissance des ethnies et des communautés du Cameroun ». Pour qu'enfin, celui qui entend dire que les Mbamois, puisque nous allons créer la région du Mbam, celui qui entendra dire que les Mbamois n'aiment pas la tortue, au moins on lui apprendra pourquoi. Parce qu'il y a derrière une histoire, il y a une mythologie, il y a une identité. Et c'est le jour où chaque Camerounais portera en lui une part de la différence de l'autre que nous serons enfin un pays intégré et que nous porterons en nous l'impression de ce qui nous singularise dans le monde, c'est-à-dire un pays de diversité. Vous allez regarder votre caméra pour terminer, et vous allez vous adresser aux citoyens, aux Camerounais, à l'électeur qui sera dans les urnes le 12 octobre prochain pour lui dire un message qui déterminera son choix, soit vous, soit quelqu'un d'autre. Alors, mes chers compatriotes, je ne doute pas un instant de ce que vous m'avez dit.
Qu'est-ce que vous m'avez dit? C'est que vous allez me confier la direction de ce pays le 12 octobre 2025. Vous me l'avez dit, c'est 30 derniers jours ou un peu plus. À Kribi, lorsque nous sommes allés lancer la vague orange, vague qui a déferlé jusqu'à Kousseri, passant par Guidigis, Kaélé, Djigilao, Touloum, Garoua, Ngaoundéré, Bertois et autres. Nous sommes allés dans le Noun, vous nous l'avez dit, à Fouman. Nous sommes allés dans la Mofouya Kono, dans la Léquier, dans la Mofouya Famba, dans le Nyon Isso, vous nous l'avez dit. Nous sommes allés à Bamenda, nous n'en doutons pas. Nous vous faisons confiance et nous vous remercions de nous faire confiance. N'ayez pas peur, pour ceux d'entre vous qui en doutent encore. Ne laissez pas l'impuissance apprise vous désactiver. Ne laissez pas l'impuissance apprise désactiver votre citoyenneté. Parce qu'il y en a qui vous font croire que vous n'êtes rien. Ils sont convaincus qu'ils vous ont émasculé et que vous ne croyez plus en votre capacité d'acteur de changement. Mais moi, je viens vous dire que vous l'êtes toujours. Et que bien qu'ils aient été là pendant 43 ans, ils sont en train de partir. Et sachant qu'ils sont en train de partir, ils sont en train de nous servir ce que j'appelle les veaux d'or. C'est-à-dire les rejetons, leurs rejetons, ceux qui vont perpétuer leur système. C'est le temps de la rupture. Le 12 octobre 2025, lorsque vous irez voter, pensez à votre vie. Pensez à la route qui a les trous devant votre maison. Pensez à votre village où vous ne pouvez pas arriver quand il pleut. Pensez à l'école délabrée de votre enfant. Pensez aux membres de votre famille qui est dans la détresse hospitalière. Pensez aux femmes qu'on séquestre dans des hôpitaux parce qu'elles ne peuvent pas payer les factures d'un accouchement. Pensez à l'avenir de vos enfants qui sont sans emploi. Pensez à tous ces jeunes qui sont sur les motos. Pensez à tout cet argent qu'ils ont volé dans l'or, le pétrole et tout le reste. Et je vous dis ceci, si vous ne surveillez pas le vote, eh bien, ils vous voleront votre vote. Merci. Nous votons massivement le 12 octobre 2025 et nous nous engageons chacun, c'est une question d'engagement individuel, à surveiller le vote et la victoire est à la clé. Merci d'avoir partagé avec nous, avec nos téléspectateurs, votre projet pour cette élection. C'est l'enjeu de cette émission. Vous laissez vous déployer afin que chacun s'en fasse profondément une idée et qui cet être décide le 12 octobre prochain. Bonsoir et à la prochaine. Voilà. STV, votre télé.